Bonjour à tous, nous allons traiter maintenant le sujet des BRICS. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les BRICS et je pense qu'il faut remettre un peu de raison et de complexité ou plutôt rappeler déjà, pour commencer, ce que les BRICS ne sont pas. Ceux qui croient que les BRICS c'est une puissance du Sud, ce n'est pas le cas. Ceux qui pensent que les BRICS c'est une organisation comme l'OTAN, ce n'est absolument pas le cas. Ceux qui pensent que les BRICS c'est une organisation anti-occidentale unie, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas non plus une organisation de défense, ce n'est pas un accord militaire. Ce n'est même pas une organisation internationale à proprement parler. C'est un groupe de pays, maintenant on va voir ce que c'est que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, donc Afrique du Sud. Maintenant les BRICS plus, avec en plus, bien entendu, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, qui est rentré, bien entendu l'Égypte et l'Éthiopie, on l'a dit, et l'Arabie Saoudite qui est rentrée en mettant encore des petits bémols. Elle n'a pas encore tout à fait formalisé la validation de l'intégration dans le groupe, mais disons que l'Arabie a été acceptée en tout cas. L'Argentine était également acceptée en 2023, mais Milei étant pour la dollarisation de son pays, c'est pas compatible avec le projet de dédollarisation des BRICS. Et Milei, donc le président argentin étant tellement pro-américain que c'était pas compatible. Mais donc les BRICS, même si ça paraît être anti-américain, ce n'est pas que une organisation anti-américaine. Dans les BRICS, vous avez, comme je le disais, c'est pas du tout une organisation unie, puisque vous avez l'Inde, qui est un des pires ennemis de la Chine. Les deux sont membres des BRICS maintenant. Enfin depuis le début, et vous avez à l'intérieur des BRICS, maintenant on les appelle les BRICS+, avec les 5 nouveaux candidats qui ont été acceptés en 2023, et ça a été formalisé en janvier 2024. Maintenant, on a également l'Iran. Nous avons fait une vidéo d'ailleurs sur l'Iran. Dieu sait si l'Iran, depuis 1979, et Khomeini et la République islamique iranienne, est vraiment opposé dans tout. Opposé à l'Arabie Saoudite. Eh bien, l'Arabie Saoudite et l'Iran, le chien et le chat, littéralement, l'eau et le feu, eh bien, sont dans la même organisation, les BRICS. Ça veut dire quoi? Dans les BRICS, vous avez au moins 2 couples totalement en divorce, ou plutôt deux ensembles de chiens et de chats qui ne peuvent pas se supporter. L'Inde et la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que ce n'est pas une organisation stratégique, ce n'est pas une organisation véritablement ni politico-stratégique ni géopolitique. C'est un ensemble, on pourrait prendre une allégorie presque un peu vulgaire de mafieux de New York qui savent qu'ils ont plein de différends. L'Inde et la Chine, il y a plus que les différends, ils ont été au bord de la guerre il y a encore quelques mois. Et l'Iran et l'Arabie Saoudite, ils ont été au bord de la guerre et ils le sont presque tout le temps depuis les années 1979. Mais c'est comme un groupe de mafieux qui se rassemblent, un syndicat du crime, mais je veux pas du tout diaboliser les BRICS en disant que c'est des criminels, pas du tout, mais c'est comme un ensemble de mafieux qui se rassemblent. Et qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Les mafieux de haut niveau, ceux qui aiment l'ordre, qui veulent pas trop de grabuge, pas trop de vagues. Nous n'avons pas intérêt à ce que chacun mange sur le plateforme de l'autre. On va respecter des rues. Les mafieux, ça va être des rues, des quartiers ou des villes. Et pour les BRICS, ça va être des zones d'influence. Donc, c'est un ensemble de personnes, d'entités qui se réunissent et qui sont d'accord sur une chose. Premièrement, c'est pas du tout ce qui est écrit sur les statuts. Sur les statuts, vous allez voir les 12 points, c'est assez rigolo parce que c'est tout à fait aux antipodes des réels motifs, mais il y a toujours les réels motifs et après ce qui est affiché, où on est beaucoup plus poli, dans le langage international, la diplomatie, c'est toujours avoir l'air très neutre, très doux, etc. Mais donc le but, c'est de s'arranger sur des zones d'influence avec le respect des souverainetés de chacun. Moi, la Turquie, j'ai envie d'adhérer aux BRICS. C'est ce qu'a dit Erdogan récemment. Il n'est pas membre des BRICS, il est membre de l'OTAN. Mais peut-être que demain, il sera membre des BRICS. En fait, un certain nombre de pays veulent être membres des BRICS puisque le but, la marque de fabrique des BRICS, plutôt, c'est que chacun respecte la zone d'influence de l'autre. Pas uniquement la souveraineté nationale de l'autre. La zone d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres. L'Ukraine n'est pas vraiment éligible aux BRICS, puisque l'Ukraine, c'est un pays qui est contesté par la Russie dans son existence même. Donc, les BRICS, on ne peut pas les définir comme un ensemble de pays qui ont pour religion la souveraineté. C'est la souveraineté, c'est comme les mafieux qui se réunissent, parmi ceux qui sont
entre eux, égaux, entre égaux. Entre personnes qui acceptent la souveraineté de l'autre, on peut se réunir. La seule chose qu'on demande à l'autre, c'est de ne pas venir sur mes plates-bandes. Mais tant qu'on ne vient pas sur les plates-bandes de l'autre, on peut s'entendre parce que on n'est pas en conflit direct et on aura plus d'intérêt à ne pas rentrer en conflit direct que rentrer en conflit direct. Donc, en gros, le message, tu ne viens pas sur ma plate-bande, je ne viens pas sur la tienne. Deuxième but des BRICS, donc c'est une alliance de gens très pragmatiques, c'est de la réelle politique. C'est une sorte de politique d'équilibre où on sait qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose, l'Inde et la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais on s'est rendu compte que on n'a pas intérêt à se faire la guerre directe, tout le monde y perdrait. Et deuxième raison d'adhérer aux BRICS, eh bien, on n'est pas tous anti-occidentaux. La Russie l'est totalement, elle est en guerre contre l'Occident, officiellement. La Chine est très anti-occidentale, même si elle n'est pas en guerre directe contre l'Occident. Et à l'intérieur des BRICS, on a l'Inde qui, elle, est dans le Quad. Le Quadrilateral Alliance, hein, le Quad est une alliance entre l'Inde, le Japon, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, même s'ils ne sont pas tous membres, mais c'est une sorte d'élargissement de l'AUKUS, hein, comme vous le savez, Australie, UK et United States. Ce sont des organisations qui au départ étaient assez anodines, qui sont devenues de plus en plus stratégiques, et le but c'est d'encercler les Chinois. Donc les Indiens sont dans des organisations comme Quadrilateral Alliance, comme le Quad, ou d'autres types d'accords bilatéraux avec les Anglais, avec les Australiens, avec les Japonais, avec les Américains ou même avec les Français, avec beaucoup d'armements français, anglais, américains, etc. Donc l'Inde, elle est très liée à l'Occident, structurellement et stratégiquement, contre des pays anti-occidentaux comme la Chine. Les Émirats arabes unis qui ont été en la personne de MBZ, Mohamed Ben Zayed, il était l'un des invités d'honneur, on l'a beaucoup vu dans ce sommet de Kazan, République du Tatarstan, symbolique, le sommet des BRICS qui vient d'avoir lieu. Ces jours-ci, nous sommes en fin octobre, eh bien ce sommet des BRICS a eu lieu dans une république de confession majoritairement musulmane, le Tatarstan, qui est une république de Russie, majoritairement musulmane, mais un islam très russe, très laïque, pas du tout l'islamisme tchétchène, mais il y a une spécificité musulmane au Tatarstan qui était un symbole qui permettait de faire venir aussi des pays musulmans. Et Ben Zayed, Mohamed Ben Zayed, l'homme fort des Émirats arabes unis, a été vraiment une des vedettes. Et comme l'Inde, les Émirats arabes unis sont très liés à l'Occident. Il y a une base militaire française, il y a des accords avec les Américains, les Anglais, il y a une énorme proximité entre l'Arabie saoudite et les Émirats d'une part et les Occidentaux depuis très très longtemps. Donc dans les BRICS, on a au moins maintenant 3 pays, l'Inde, les Émirats arabes unis et bien sûr l'Arabie saoudite. On pourrait rajouter l'Égypte qui ne peut pas vivre 2 mois sans le blé américain et qui est financé par l'Arabie saoudite et MBZ, et donc les Émirats arabes unis. L'Égypte est également un pays très lié à l'Occident. Donc on a quand même Arabie saoudite, Inde, Émirats arabes unis et Égypte, 4 pays des BRICS, 4 pays sur 10, parce que maintenant les BRICS plus c'est 10 membres, 4 pays sur 10 qui sont pro-occidentaux ou très liés à l'Occident. Donc ce n'est pas une alliance anti-occidentale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ces pays pro-occidentaux comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats ou l'Inde, ils veulent bien être alliés à l'Occident quand ça les arrange, contre l'Iran, contre la Chine, contre un ennemi quelconque, mais ils ne veulent pas de leçons de morale de l'Occident. Le message, c'est quoi? On peut être ami de l'Occident, la preuve, on l'est, mais on va aussi voir la Russie parce qu'on veut être neutre. On veut avoir le droit d'être votre ami et en même temps de parler, y compris avec votre ennemi. On se réserve le droit d'être votre ami, mais dans la mesure où on vous fait rien de mal, on se réserve le droit d'aller voir un de vos ennemis, parce que moi, je ne suis pas dans votre alliance, je suis votre ami, votre allié momentané, j'ai des convergences sur ami, c'est un mot qui ne veut rien dire en géopolitique. Quand on dit ami, ça veut dire celui qui a des intérêts communs. C'est pas l'ami au sens ami, bien sûr. Comme disait Julien Freud, hein, la politique se divise entre, c'est la dichotomie ami-ennemi. Donc ces pays nous disent, on veut bien avoir des bonnes relations avec vous, l'Occident, mais
l'ère du colonialisme et de l'impérialisme est terminée, vous n'allez pas nous donner des leçons de morale. Vous n'allez pas nous dire comment se comporter en Inde ou aux Émirats, ou en Arabie Saoudite, ou en Égypte. Vous n'allez pas nous faire de leçons de morale des droits de l'homme, ou de LGBTisme, ou de wokisme, ou de démocratie libérale, ou de représentation des ONG, ou de respect de l'opposition, ou du recomptage des votes à chaque élection. Non, ça, vous faites pas ça chez nous. Pas d'ingérence. C'est ça le vrai message des BRICS. Donc deux messages, deux raisons d'y adhérer, un ensemble de pays qui pratiquent la réelle politique, comme un syndicat du crime ou un syndicat tout court ou une coopérative, ils se reconnaissent comme étant utiles de mettre en commun certains moyens, ils sont d'accord sur certains dossiers, pas sur tout, mais sur certains dossiers, ils peuvent, de manière limitée dans le temps et dans l'espace, coopérer. Notamment, le fait de respecter chacun une zone d'influence et le fait de ne pas vouloir que le monde soit régi par des lois occidentalo-centrées et notamment américaines. Le monde doit être décolonisé, désimpérialisé, le monde doit être multilatéral. Le sommet de Kazan a fait une conclusion sur l'appel au multilatéralisme face à l'unilatéralisme. Alors vous me direz, c'est rigolo que la Russie ait accueilli sur son sol un sommet où M. Poutine a particulièrement brillé, et où il a reproché à l'Occident, sans en avoir l'air, puisqu'il a dénoncé l'unilatéralisme, il a reproché à l'Occident de ne pas respecter assez le multilatéralisme. Or, le multilatéralisme, c'est l'ONU. Le multilatéralisme, c'est le FMI, c'est les organisations internationales mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est le multilatéralisme. Or, objectivement, la Russie ayant envahi un pays dont elle avait reconnu les frontières et la souveraineté à plusieurs reprises depuis 1991, on pourrait dire, c'est assez contradictoire, d'appeler au multilatéralisme et à de nombreuses références dans les 12 points qui ont été cités dans la déclaration de Kazan, on a à de nombreuses reprises, presque à chaque point, une référence à l'ONU. Alors qu'on en viole un des principes, la souveraineté notamment de l'Ukraine. Ça paraît paradoxal, mais dès lors que les autres pays des BRICS, membres ou futurs membres, se contrefichent, ils sont pas pour l'invasion de l'Ukraine. Il ne faut pas croire que les BRICS, c'est des gens qui suivent la Russie dans tout. La plupart des BRICS ne sont pas d'accord avec l'invasion de l'Ukraine. Plusieurs pays membres des BRICS ont voté à l'ONU, quand il y avait un vote non contraignant de l'Assemblée générale, ils ont dénoncé l'invasion d'un territoire par un pays. Mais ils vont pas aller se battre pour ça et ils ne vont pas rompre pour autant. Ils vont dire qu'ils sont pas d'accord, comme l'a fait l'Inde à plusieurs reprises, mais ils vont le dire gentiment. Ce n'est pas assez important, ça ne touche pas assez leur intérêt pour que ça nécessite une leçon de morale ou une rupture. Donc ils sont d'accord avec la Russie pour dédollariser, essayer de dédollariser l'économie. Ils sont d'accord pour créer un instrument financier rival du FMI. Donc la NDB, la Banque de développement des BRICS, a commencé avec un capital de départ de 50 milliards de dollars. C'est assez peu, c'est même ridicule par rapport au FMI. Le but étant d'arriver d'ici 2 ans, d'ici assez rapidement à 100 milliards et d'ici 5 à 6 ans ou maximum 10 ans à 500 milliards de réserves. L'autre but de la Banque des BRICS, c'est également de concurrencer le FMI et la Banque mondiale sur le plan de la capacité à créer une sorte de DTS rival, comme les droits de tirage spéciaux, une sorte de capacité de prêt à des pays du Sud, ce qui peut être très intéressant pour des pays très pauvres du Sud. Eux, même 1 milliard, c'est énorme pour certains pays d'Afrique. Mais aussi, le but est de concurrencer l'Occident sur les systèmes de paiement, donc un système SWIFT pour les BRICS, qui serait mis en place, qui a déjà commencé entre la Russie, la Chine, certains pays d'Asie centrale et l'Inde. Et bien sûr, le but de dédollariser, la dédollarisation, permettre la généralisation de paiement des énergies, non pas en dollars, et énergie et autre chose, mais les matières premières qui souvent sont cotées, j'allais dire presque obligatoirement en dollars, et notamment le pétrole et le gaz. Le but, c'est de dédollariser le paiement des énergies. Et il y a les Émirats et l'Arabie Saoudite comme producteurs de pétrole et de gaz, mais aussi la Russie. Et on a l'Inde qui ne produit pas beaucoup d'énergie, mais qui en achète beaucoup, notamment du pétrole, et qui le raffine. Les plus grands raffineurs de pétrole, qui ensuite vendent du produit dérivé pétrolier, c'est les Indiens. Donc tout ce monde
qu'ils soient producteurs ou acheteurs raffineurs de produits pétroliers ou de gaz, tous ces pays, parce que la Chine, comme l'Inde, a besoin d'acheter du gaz aux Russes, d'où le fait que même s'ils n'étaient pas pour l'invasion de l'Ukraine, ça les a pas empêchés de dormir, et pour eux, c'était une opportunité, puisque les sanctions ont rendu la Russie paria sur le marché qui était le plus important pour la Russie, le marché occidental. La Russie a dû compenser avec un marché asiatique, et elle a dû faire des ristournes assez importantes pour les Chinois et les Indiens qui achètent moins cher de l'énergie. Mais pour les Indiens, en plus, ils le revendent cher au prix du marché, démarqué, comme si ce n'était pas d'origine russe. Donc tout le monde est assez gagnant. Les Russes ont de nouveaux acheteurs, qu'ils avaient mais qui ont grandi, et les acheteurs ont un prix au rabais par rapport au prix mondial. Donc les BRICS s'entendent sur le fait d'être un ensemble de pays souverains dont ils reconnaissent la souveraineté des membres du club, pas forcément celle d'autres, la preuve l'Ukraine. Ils sont d'accord pour être soit pro, soit anti-occidentaux, soit neutres. Ça, c'est pas obligatoire d'être anti-occidental, mais ils sont d'accord sur le fait que l'Occident ne doit pas faire le patron et le gendarme du monde. L'Occident ne doit pas imposer ses normes, et l'Occident ne doit pas faire des guerres unilatérales, et l'Occident ne doit pas faire de l'ingérence, ni exporter son système, qui n'est pas forcément celui d'autres pays. C'est l'idée multipolaire qui complète le multilatéralisme. Chacun a un pôle de puissance, avec, je répète, sa zone d'influence respective, mais chacun aussi son modèle de développement à lui, et chacun a son système politique, qui peut être démocratique ou pas, qui peut être démocratie libérale ou démocratie illibérale, qui peut être carrément système autoritaire ou traditionnel. Dans les BRICS, on ne vous jugera pas si les élections ne sont pas en conformité avec les standards internationaux européens ou occidentaux. Donc, intérêt commun, souverainisme relatif, mais souverainisme entre membres qui se considèrent comme respectables, refus de l'unilatéralisme occidental, ce qui est dans la déclaration de Kazan, et extrême pragmatisme. On est contre l'invasion de l'Ukraine, mais on ne va pas non plus en faire tout un plat, parce que finalement, on a plus à gagner avec la Russie que à couper avec elle, et on est contre les sanctions internationales. D'ailleurs, dans les déclarations finales de Kazan, j'ai relevé une dizaine de points très intéressants, une dizaine de points au moins, mais les plus marquants, nous allons les voir ensemble. Ce qui est assez étonnant dans cette déclaration finale, c'est que il n'y a rien de frontal, il n'y a rien de radical, et il n'y a pas d'appel à lutter contre l'Occident. C'est assez neutre au niveau des formulations, mais vous allez voir, c'est assez fourbe. C'est assez fourbe parce que derrière des thèmes assez pompeux, qui ressemblent d'ailleurs aux termes utilisés par les Occidentaux, derrière ces termes-là, on voit apparaître des critiques extrêmement radicales contre l'unilatéralisme américain en particulier et occidental en général. Donc, premier point, le fait de respecter le multilatéralisme et d'énoncer l'unilatéralisme et de redonner ses lettres de noblesse à l'ONU. Donc, on a cette idée d'un multilatéralisme que l'on doit renouveler et qui aurait été bafoué, sans le dire, on ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, qui aurait été bafoué par les Occidentaux. Ensuite, une réforme du Conseil de sécurité. Ça va pas être une paire de manches, parce que ça va être très, très, très compliqué à mettre en place. La réforme du Conseil de sécurité, est-ce que la Chine voudra vraiment que l'Inde devienne membre du Conseil permanent de sécurité, du Conseil de sécurité permanent? La Chine ne s'est pas encore prononcée, à ma connaissance, officiellement, si elle acceptait vraiment, si elle parrainait l'Inde. Mais ce serait logique. L'Inde est le pays qui serait le plus acceptable, un des premiers pays que l'on devrait faire rentrer dans le Conseil permanent de sécurité, ce serait l'Inde. Et ensuite, probablement, le Brésil, et pourquoi pas l'Afrique du Sud. Donc, réforme du Conseil de sécurité, c'est totalement tourné contre les fondateurs de l'ONU, les Américains, qui n'ont jamais voulu changer la règle du jeu depuis la création des Nations Unies. Ensuite, on a une protection de l'environnement, c'est assez rigolo. Tout ça, c'était les points officiels de la déclaration de Kazan, du dernier sommet des BRICS+, à Kazan en Russie. La protection de l'environnement, c'est intéressant parce que on retrouve une référence à tous les COP et le protocole de Kyoto et tout ce qui a été fait sous le parrainage de l'ONU pour aller vers la défense de la planète, de l'environnement, etc., la décarbonation. Mais il est quand même écrit que il faut tenir compte des préoccupations nationales des pays du Sud et de l'Est et qui n'ont pas forcément les mêmes standards, les mêmes visions, et qu'il ne faudrait pas que la défense de l'environnement soit un prétexte ou un cache-sexe
pour en fait demander aux pays du Sud des choses inacceptables et freiner leur développement. Donc ça, c'est une allusion assez claire à la vision très égoïste des Occidentaux qui veulent décarboner et interdire toute une série de mesures qui utilisent des hydrocarbures, mais eux ne se sont pas gênés dans leur phase de développement pour l'utiliser. Mais maintenant que d'autres sont en phase de développement, comme certains pays qui ont rejoint les BRICS, alors là, cette déclaration montre que vos exigences, vous ne vous l'êtes pas appliquées à vous-même quand vous étiez en phase de croissance. Maintenant, vous êtes des économies qui avaient déjà fait une croissance importante. Hein, vous êtes des économies qui n'êtes pas en train de créer votre industrialisation. Vous l'avez même désindustrialisé. C'est facile pour vous d'être très écolo. C'est plus difficile pour l'Inde et la Chine qui ont besoin d'une croissance rapide. Ensuite, ce qui était assez rigolo, on retrouve la défense des droits de l'homme. Rhétorique occidentale retournée contre elle. Là aussi, sous-entendu, les droits de l'homme ont été bafoués par des pays occidentaux, même si c'est pas écrit Occident, c'est très, très feutré, tout cela. La défense des droits de l'homme, hein, la promotion, la protection des droits de l'homme, et mais qui inclut aussi la notion de droits concrets, pas uniquement des droits symboliques ou sociétaux, mais des droits concrets comme le droit du développement, hein, et de manière juste et équitable. Mais là, on ne voit aucune allusion aux droits de l'homme au sens individualiste et wokiste de l'Occident. Je dirais c'est les droits de l'homme, mais dans une conception très 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 différente de celle de l'Occident. Ensuite, une critique là qui est beaucoup plus signée, une critique des sanctions internationales qui bafouent les règles onusiennes, ce qui est vrai, c'est pas prévu par l'ONU des sanctions unilatérales. Les sanctions internationales ne sont prévues dans le droit international que si c'est sous des organismes comme l'ONU, un groupe de pays, un ensemble de pays qui ensemble décident de sanctions internationales, mais sous l'égide d'une autorité comme les Nations Unies. Mais des sanctions d'un pays, votées par l'Amérique par exemple, pour punir toute l'humanité, ça n'a jamais été dans le droit international. Et là, il y a une critique directe aux sanctions internationales. Ensuite, le 7e point, c'est pour la résolution pacifique des conflits. Alors, ça fait rigoler quand on voit que le pays qui est l'hôte de cette BRICS+, de cette réunion de BRICS+, la Russie, quand on voit que la Russie a utilisé la guerre pour régler un problème en Ukraine, puisque les Occidentaux n'avaient pas voulu les accords de Minsk, on pourrait dire c'est contradictoire. Ils appellent à la résolution pacifique des conflits, mais un de leurs membres qui les accueille a utilisé la guerre pour régler un conflit. Mais justement, ce qui est écrit juste en dessous, c'est que cette vision de la résolution pacifique des conflits doit inclure le fait que on doit voir les vraies causes des conflits. Et peut-être que la cause de certains conflits, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue, qu'il y a eu de l'unilatéralisme qui aurait obligé certains pays comme la Russie à entrer dans un conflit. Donc là, c'est clairement tourné contre l'unilatéralisme américain et contre la vision occidentale de la paix. Hein, et là, en gros, il y a une critique indirecte qui dit « vous prônez la paix, mais vous créez les conditions de la guerre ». Nous, on a été obligés de rentrer en guerre parce que vous nous y avez acculés. Alors, il y a aussi, 9e point, contre la politique israélienne au Moyen-Orient. Ça, c'est intéressant parce que la Russie a toujours été neutre avec Israël. La Russie a toujours permis, depuis des années, depuis la guerre civile syrienne, à Israël d'utiliser l'espace, le ciel syrien contrôlé par les Russes pour bombarder le Hezbollah ou des milices pro-iraniennes en Syrie. Donc là, c'est assez étonnant puisque la Russie, dans les faits concrets, n'est pas vraiment si anti-israélienne que ça, mais pour récupérer le Sud global, les pays musulmans, les pays en voie de développement, l'Amérique latine, qui maintenant sont des pays très très pro-palestiniens pour la plupart, ça c'est une représentation assez habile qui vise à surfer sur le pro-palestinisme. Donc, mais c'est nouveau. Un 9e point, contre la politique israélienne au Moyen-Orient, avec une dénonciation des colonies, un appel à la paix et à un arrêt des combats à Gaza. On a aussi la guerre en Ukraine, qui est le 10e point. Ici, il y a une volonté de se détacher des pays qui auraient tout fait pour envenimer la guerre en Ukraine, et une volonté de prôner le dialogue, et notamment proposé par le pape actuellement ou par des pays neutres comme les Émirats, le Qatar ou la Turquie. Donc une allusion à la guerre en Ukraine en déplorant le fait de ne pas avoir utilisé les voies
de dialogue et en appelant à n'exclure aucune voie de dialogue, ce que fait aujourd'hui l'Occident en excluant la proposition chinoise, la proposition hongroise, ou même celle dans quelques jours, quand peut-être si Trump est élu le 5 novembre, la proposition de Trump. Bref, 11e point, le désarmement et la non-prolifération. Là aussi, ça peut faire sourire que la Russie, qui accueille le sommet des BRICS, ait co-signé un document qui appelle à la non-prolifération. Mais si on est vraiment tout à fait honnête, si la Russie est sortie de plusieurs traités de non-prolifération ou de non-essai des systèmes balistiques ou tout simplement de cessation du désarmement nucléaire et de la prolifération. Il y a eu toute une série de traités qui ont été abandonnés par les Américains et par les Russes depuis des années, mais historiquement, les premiers qui ont quitté un certain nombre de traités, ABM, non-prolifération nucléaire, etc., eh bien, ça a été les États-Unis. Ça a été les États-Unis de George Bush, fils de George Bush Jr., dans les années 2000, le premier pays qui est sorti d'un certain nombre d'accords qui contraignaient les deux grandes puissances de la guerre froide à limiter le stock d'armes nucléaires, à ne pas faire de la prolifération, à ne plus faire d'essais nucléaires et à ne plus faire de prolifération et de dissémination d'armements, mais aussi de balistique et d'anti-balistique, parce qu'à chaque fois, ça oblige l'autre à compenser. Hein. Plus on est performant dans un domaine, plus l'autre doit compenser. Moins on réduit, plus l'autre doit arrêter de réduire aussi. Donc c'est des vases communicants. Mais la Russie, sur certains dossiers, a mis 20 ans ou 25 ans à rendre l'appareil aux Américains. En fait, on n'arrête pas de dire depuis la guerre en Ukraine que la Russie est sortie ou a dit que certains accords de désarmement étaient caducs. Ce qu'on oublie de préciser, c'est que la partie américaine a commencé il y a 20 ans, à peu près dans les années 2000, sous George Bush. Donc là, c'est une allusion très claire à cette histoire de désarmement que l'on reproche souvent aux Russes, mais en fait, c'est les néoconservateurs de George Bush Jr. qui, dans les années 2000, ont le plus développé cette idée de l'unilatéralisme. Si l'Amérique a gagné la guerre froide et qu'elle est la première puissance de l'humanité, la plus riche, la plus puissante et la plus armée, pourquoi elle devrait s'obliger elle-même à se contraindre à certains accords internationaux qui la brident? Ça, c'était l'idée aussi des guerres préemptives. C'était à l'époque de Rumsfeld, Dick Cheney. Les néoconservateurs avaient tout à fait théorisé, c'est pas une accusation de ma part, c'est vérifiable, ils avaient théorisé l'unilatéralisme et les doctrines préemptives. Et donc, dans ce contexte, là, les États-Unis étaient sortis d'un certain nombre de traités de non-prolifération, de non-armement, de refus des essais nucléaires ou de fin des essais nucléaires ou anti-balistiques. Et tous ces traités ont été dénoncés en premier par George Bush et la Russie a suivi, soit quelques années plus tard, soit depuis la guerre en Ukraine. Enfin, dernier point, la lutte contre la désinformation. Là aussi, ça peut faire rire, mais on voit bien que c'est miroir. On n'arrête pas de critiquer la Russie de faire de la désinformation en Amérique, influencer les élections américaines, au Venezuela, en Géorgie, en Moldavie, influencer des partis en Slovaquie ou en Hongrie, ou même en France, ou même on a même accusé à un moment la Russie d'être derrière les séparatistes catalans et M. Puigdemont qui voulait rendre la Catalogne indépendante avec le référendum illégal de 2017. Et comme les Russes sont constamment accusés de désinformation, eh bien, Poutine, qui parle souvent de l'empire du mensonge à propos de l'Occident, il a réussi, là, c'est assez signé, c'est comme le point Ukraine, et le point sur les résolutions pacifiques des conflits, là, c'est la Russie qui a fait adopter cette déclaration, enfin, ce point de la déclaration, bien entendu, la lutte contre la désinformation. Alors là, on reprend carrément les mots fake news, les fausses nouvelles, la prolifération de la désinformation, des informations erronées, des informations visant à tromper, et essentiellement, sont visées les plateformes digitales et ces plateformes digitales qui seraient susceptibles de mettre de l'huile sur le feu et de être à l'origine de différents conflits. Voilà, pour conclure, les BRICS+, qui maintenant sont passés de 5 à 10 membres, ne sont pas une alliance unie, ne sont pas une alliance anti-OTAN, ce n'est même pas un groupe ou une alliance ou un traité international de pays anti-occidentaux. Il y a de tout dans les BRICS, 4 sur 10 sont amis de l'Occident, 6 sur 10 sont soit ennemis, soit pas trop amis. Donc c'est très hétérogène. Ce n'est pas un accord d'armement, il n'y a pas d'entraînement militaire, ce n'est pas une anti-OTAN. C'est plutôt quelque chose qui veut ressembler à une plateforme, un forum des pays qui veulent un monde multipolaire,
qui ne soit plus fondée et influencée uniquement par les valeurs de l'Occident libéral démocratique américain et qui ne soit pas influencée uniquement par les pays atlantistes. L'idée, c'est un monde multipolaire où il y aurait plusieurs zones de puissance et plusieurs zones d'influence, et dès lors que l'Occident n'interfère pas sur la zone respective des Chinois, des Russes, des Émirats, des Indiens, des Égyptiens, etc., eh bien, il pourrait avoir une bonne entente. Le problème étant l'ingérence et l'interférence. Voilà. Le grand message donc des BRICS, c'est le monde de demain, qui va être moins occidental et moins occidentalisé, c'est la non-interférence, le respect des zones d'influence et bien sûr le retour à un souverainisme régional, une souveraineté de zones d'influence, donc des pays souverains qui sont considérés comme des pivots de leurs zones respectives, avec bien entendu le refus drastique de l'association de sanctions extraterritoriales à une monnaie. Et donc, la dédollarisation comme quelque chose de très important, d'où le fait que Poutine a brandi un billet qui faisait plaisir à la fois aux BRICS historiques et aux nouveaux membres, un billet qui représentait l'essentiel des drapeaux de chaque pays, un billet qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore une monnaie en place, peut-être ce sera une monnaie virtuelle, un panier de monnaie. En tout cas, la Banque de développement des BRICS, dirigée par l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff, continue son travail, c'est assez lent, la dédollarisation n'est pas aussi rapide qu'on l'avait dit, le volume de dollars utilisé dans le monde reste pratiquement au même niveau, plus de 80%, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus d'augmentation. Et le fait que les Émirats, les Indiens, les Chinois, les Russes acceptent de faire du business et même des achats d'énergie ou des ventes d'énergie autrement qu'en dollars, c'est déjà un pas énorme. Le fait que l'Arabie Saoudite, qui pourtant était liée par le pacte de Quincy et les pétrodollars aux États-Unis, elle-même veuille rentrer dans les BRICS, elle est rentrée, mais elle n'est pas tout à fait pleinement acteur. Le fait que l'Arabie Saoudite ait accepté la dédollarisation, c'est la vraie victoire des BRICS. Ce n'est pas que les BRICS d'ailleurs, c'est surtout la Chine, la Russie et l'Inde. Mais la BRICS, elle est un petit peu dans ce mouvement d'un nouveau monde multipolaire. C'est un forum de pays qui ont en commun certaines idées pragmatiques, un nouveau pragmatisme, un refus de moraliser les relations internationales, un refus de mettre de l'idéologie et de l'ingérence et de l'interférence dans les relations internationales. Bref, un retour à une politique d'équilibre et à la réelle politique. C'est ça le vrai message des BRICS.